Comme j'ai un peu moins de temps que prévu, je vais aller très vite sur la première partie, donc je vais la faire directement à l'oral et puis vous allez voir passer les diapos. Non, c'est juste pour dire que les résultats que je vais présenter et puis la méthode qui va avec s'inscrivent dans une politique qui est en cours en ce moment de réduction de la taille des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire. Voilà. Alors, c'est fondé sur des résultats de recherche. Je donnerai peut-être des points dans la partie que je vais présenter, mais du coup, je vais aller très très vite. Vous allez voir que les premiers slides passent à grande vitesse, si j'y arrive, s'ils veulent bien passer déjà. Voilà, donc tout ça, on va dire que tout va bien, vous pourrez le lire. Hein. C'est toute la justification qui portait sur la politique elle-même. Pourquoi elle était mise en œuvre? Qu'est-ce qu'on attend? Ce qui m'intéresse plus, c'est que en fait, on a de très nombreux résultats qui montrent que si on respecte certaines conditions en particulier, faire des choses en début de scolarité et de cibler les élèves plutôt qui pourraient avoir des difficultés, donc qui viennent de milieux sociaux plus défavorisés, des choses comme ça, on a des résultats qui sont systématiquement les mêmes, à peu près dans tous les pays. Sauf qu'on sait assez peu de choses sur pourquoi ça fonctionne. En gros, pourquoi diminuer le nombre d'élèves, ça produit une augmentation des performances. Alors, il y a quelques... Je sais pas si je peux mettre ça. Il y a quelques hypothèses là-dessus, il y avait quelques travaux qui disent que ces résultats, d'abord, ils ne sont probablement pas liés à un changement de pratique des enseignants, parce qu'on trouve peu de choses qui bougent. Et que d'une certaine façon, ça marcherait parce que ça marche. Ça marcherait parce qu'il y a moins d'élèves. Ça serait l'explication. C'est un peu ce que disent Phil et Shannon, quand ils disent ça produit des bénéfices par soi-même d'enlever des élèves. Bon, c'est pas très satisfaisant comme explication, on s'en doute bien. Alors, il y a des gens qui sont allés un peu plus loin, dont les mêmes auteurs. Ils nous disent qu'il y a probablement derrière cet effet des modifications des comportements des élèves, à la fois en termes de comportement d'apprentissage, mais aussi de relations sociales dans la classe. Il y a aussi probablement des modifications de la part des enseignants, et en particulier dans la façon dont ils interagissent avec les élèves. Voilà. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que dans une classe avec moins d'élèves, un élève lui-même est plus visible par l'enseignant, par les autres élèves aussi, mais en particulier par l'enseignant. Il a moins de possibilité de se reposer sur les autres lorsqu'il y a une activité qui est en route. Il a plus de chances d'être sollicité par l'enseignant, d'être interrogé. Du coup, il va probablement être plus engagé dans les tâches scolaires, ce qui fait qu'il va bénéficier de plus de temps de travail scolaire, en fait. Et que c'est ça qui pourrait provoquer une augmentation des performances. Il y a d'autres auteurs qui mettent plus en avant le fait que dans une classe dans laquelle il y a moins d'élèves, les élèves ont plus d'opportunités d'être en interaction directe avec l'enseignant, de manière individuelle. Alors, soit parce que l'enseignant va les solliciter directement, soit parce que même ont plus de possibilités d'interpeller l'enseignant lorsqu'ils ont une difficulté. Et donc, cette augmentation des interactions individuelles pourrait participer aussi à l'amélioration des performances. Alors, donc je me suis inspiré, on s'était inspiré avec Pascal, d'un modèle qui avait été proposé. Alors, il n'est pas modélisé comme ça, en fait, c'est les éléments qui mettent en avant. Qui nous dit, d'un côté, il y a des modifications chez les élèves, en termes de comportement d'apprentissage et en termes de comportement sociaux. Et de l'autre côté, il y a probablement quelque chose qui se modifie chez les enseignants. Pas forcément leur pratique pédagogique, mais plutôt la façon dont ils interviennent dans la classe et dont ils interagissent avec les élèves. Les deux étant en interaction, et tout ça participant à l'augmentation des performances scolaires lorsque le nombre d'élèves dans la classe se réduit. Donc, on l'a dit, je ne l'ai pas dit du coup, l'ADEPE a cherché à évaluer cette mise en place d'une politique publique, et donc ils l'ont évaluée de manière quantitative, ils ne se sont pas contentés de ça, ils ont cherché à regarder qu'est-ce que ça changeait dans les classes, et pour ça, ils ont mis en place différents outils. Ils nous ont demandé de réfléchir à certains de ces outils. Et donc, on est allé voir si on pouvait trouver des indicateurs assez simples, assez pratiques à mettre en œuvre dans les classes,
Alors, il y a une partie qui est un questionnaire, mais il y a une partie aussi d'observation. Et donc, on s'est demandé quelles observations on pouvait mener, qui étaient gérables sur un échantillon assez grand. Et donc, pour ça, on s'est dit que ce qui pouvait nous renseigner sur ces comportements d'apprentissage, sur les changements chez les élèves, c'était d'aller regarder comment ils s'engageaient dans les activités scolaires. On pouvait aussi regarder du côté des interactions sociales. Et puis, on pouvait regarder pour les enseignants, là aussi, quelle modification d'interaction on avait. En termes de qualité, on peut aussi regarder en termes de quantité, hein, c'est ce que je veux dire. Et donc, on a soit mobilisé des outils qui existaient déjà, c'est le cas du Classroom Assessment Scoring System, qui est un outil qui est utilisé maintenant de manière internationale dans plein d'études. On est allé, on a repris une grille d'engagement comportemental qui avait été développée en partie par Pascal Ressour. Et puis, on a créé un peu sur mesure, à partir de grilles déjà existantes et de catégories déjà existantes, une grille de mesure des interactions langagières, là, qui compte les interactions langagières. Et c'est trois outils que je vais présenter. Et je présenterai quelques résultats pour illustrer comment on peut, à partir de ces grilles, produire des résultats qui apportent quelque chose sur qu'est-ce qui se passe dans ces classes-là, qu'est-ce que ça modifie dans les classes. Comment on peut avoir des informations sur les modifications liées à la réduction du nombre d'élèves. Donc, juste très rapidement, c'est un programme qui devait se dérouler sur 3 années, qui, comme beaucoup de programmes ces dernières années, s'est un peu allongé. Voilà. La politique elle-même s'est mise en place progressivement, d'abord dans les REP+, en CP, puis ensuite, elle s'est étendue au CE1 dans les REP+, et puis au CP dans les REP, puis ensuite au CE1 dans les REP, et puis elle est en ce moment dans les grandes sections de maternelle. Elle se déploie aussi dans les grandes sections de maternelle. Donc, il y a tout un ensemble d'évaluation de performance des élèves, de l'ADEP, qui retrouvent les résultats habituels qu'on trouve dans toutes les études. Il y avait un questionnaire sur les pratiques enseignantes qui était pour les enseignants qui participaient à l'étude. Et puis, on a mené des observations et c'est de ça dont je vais parler. Là aussi, je vais aller très, très vite sur le problème d'échantillonnage. Bon, pour dire que c'est l'ADEP qui s'est chargé de sélectionner un échantillon qui avait particulièrement suivi, avec l'idée d'avoir des écoles de REP, et puis des écoles hors REP, mais en particulier pour les écoles de REP directement comparables avec les écoles qui étaient en REP. Donc, ils ont créé un indice de difficulté sociale, de certaine façon, dans les écoles, pour matcher ces deux types d'écoles. Voilà. Donc, ça représente à peu près 400 écoles, et puis 15 000 élèves. Et dans cet échantillon, chaque année, 150 classes étaient ciblées pour que des observations aient lieu à l'intérieur. Alors, donc je l'ai dit, trois grands types d'observations étaient menées dans les classes. Ça se passait au printemps et on a formé des conseillers pédagogiques de circonscription à l'utilisation de ces outils d'observation. Et c'est eux, par deux, qui allaient observer dans les classes. Donc d'abord, quelques informations sur le Classroom Assessment Scoring System. Donc c'est fondé sur l'idée que la qualité de la relation enseignant-élève va être déterminante pour les apprentissages des élèves, que ça dépend à la fois des comportements de l'enseignant, des comportements des élèves et des interactions entre les deux, et que il est possible d'évaluer la qualité de cette relation enseignant-élève à travers l'observation de comportements. Et donc, on va porter un jugement qualitatif à partir des comportements observés dans la classe. Ces comportements, ils sont structurés dans 3 domaines. Alors, je vais en rester beaucoup au niveau des domaines dans les résultats. On peut descendre à un niveau inférieur. Donc, ces 3 domaines, c'est le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Et comme j'ai un beau tableau derrière,
on verra plus ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Mais justement, ces domaines, ils sont essentiellement définis par des dimensions qui les structurent. Et en général, il y a 3 à 4 dimensions dans chacun de ces domaines. Voilà. Alors, ces domaines, ces dimensions, elles ont été identifiées et créées, pour appartenir à cet outil, à partir d'une recension assez exhaustive des travaux sur le développement de l'enfant, et puis aussi à partir d'outils qui avaient été utilisés, mobilisés dans différentes études longitudinales. Et c'est en remobilisant et en croisant les résultats obtenus que cet outil a été créé. Donc, on a en gros les grands domaines, et puis en dessous, vous avez chacune des dimensions qui les structurent. Alors, je vais là aussi. Mais dans le soutien émotionnel, on a tout ce qui concerne le climat qui peut être qui peut être positif avec une proximité avec de l'enseignant et des élèves, un comportement de respect. Vous pouvez imaginer un climat positif dans une classe. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des classes dans lesquelles il va y avoir du sarcasme de la part de l'enseignant, il va y avoir des problèmes de respect, d'irrespect de la part des élèves. Il y a la sensibilité de l'enseignant, ça renvoie au fait que l'enseignant est capable d'anticiper quels problèmes pourraient avoir les élèves, quels sont leurs besoins. Et puis, on a une partie sur le fait que l'enseignant est capable de prendre en compte le point de vue des élèves. Voilà, en les soutenant, en les encourageant. Deuxième grande partie, c'est la partie organisation de la classe. Il y a l'idée que une bonne gestion des comportements, c'est une gestion qui anticipe les choses. Donc, les élèves connaissent ce qu'ils vont avoir à faire. Il y a des attentes claires de la part de l'enseignant. Il y a des règles qui sont dans la classe et les élèves les il y a une partie productivité qui est l'idée que le temps d'apprentissage est maximisé par rapport aux autres temps. Donc, par exemple, le matériel est disponible au moment où on en a besoin. Les phases de transition sont rapides, comme ça. Et enfin, il y a une partie sur les modalités d'apprentissage avec le fait que les modalités qui sont proposées, elles accompagnent les élèves dans leurs apprentissages, elles leur proposent différentes formes, elles maximisent l'intérêt des élèves pour ce qui leur est proposé. Et enfin, il y a une partie liée au soutien à l'apprentissage, avec l'idée que si le soutien à l'apprentissage est élevé, on va chercher à développer des concepts chez les élèves, et donc on va leur demander de raisonner, d'expliciter des choses, on va solliciter leur créativité, on va leur demander de faire des liens entre les différents apprentissages. Il y a une partie qualité du feedback, donc qui porte sur les retours que font les enseignants et l'aide qu'ils apportent aux élèves. Et enfin, il y a une partie sur le fait que on va aussi chercher à développer leur langage à travers l'enseignant qui se place comme modèle pour ça, mais aussi qui va leur faire produire du langage avec des questions ouvertes, des débats, des conversations fréquentes. Voilà, donc on avait formé Philippe dessus qui est dans la salle a formé les observateurs. Voilà, donc il y avait une idée où on leur demandait de lire des documents préalablement, puis ensuite il y avait une partie en présentiel dans laquelle on leur présentait l'outil, et puis il y avait toute une partie d'entraînement pour aboutir à des jugements qui étaient similaires entre tous les observateurs. Voilà. Donc comme je l'ai dit, 2 observateurs par classe, ils observaient durant 4 temps d'observation, chaque temps durait 20 minutes, et ensuite ils ont 10 minutes pour coder ce qu'ils ont vu pendant ces 20 minutes. Donc vraiment à partir de comportements, et donc on discute pendant la formation des comportements qui sont cruciaux pour évaluer ensuite ce qui se passe. Ça fonctionne en parallèle, donc les 2 observateurs codent les mêmes temps, donc on a 2 codages pour un même temps, et ils codent indépendamment, et on regarde ensuite les codages derrière. Alors comme j'ai dit, c'est un outil très utilisé, donc il y a un peu une synthèse de quels sont les résultats qu'on trouve habituellement, ici plutôt école primaire.
même si ça commence un peu avant la maternelle. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, le soutien émotionnel est mieux évalué, meilleure qualité, que l'organisation de la classe, qui elle-même est beaucoup plus élevée que la partie sur le soutien à l'apprentissage, qui est en général la plus faible. C'est un peu ce qu'on trouvait, mais pas tout à fait. Ouais. Alors, ce que je vais présenter là, oui, juste pour. Donc, il y a eu 3 temps d'observation, parce que je vais présenter des choses un peu longitudinales, juste pour rappeler qu'à la fin, on avait un peu moins de classes dans les dernières observations. Et les résultats que je vais présenter sont sur les 58 enseignants qui ont participé aux 3 temps d'observation. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ceux-là, au premier temps de l'observation, ils étaient déjà dans des classes à effectifs réduits. Ceux qui sont là, donc ça, c'est les REP, ils sont passés dans les effectifs réduits cette année-là. Donc, on a un avant-après, le changement de taille de classe, hein, sachant que les tailles de classe, elles ont diminué considérablement, hein, presque divisé par 2. Et ici, on a des classes qui n'ont jamais été détruites, puisqu'elles sont hors du dispositif. Donc, c'est la partie soutien émotionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des évaluations qui sont assez élevées. Hein. Ça commence à 1, ça s'arrête à 7, si je ne me trompe pas. Voilà. Globalement, c'est souvent l'aspect qui est le mieux évalué. Ce qu'on voit, c'est que, quel que soit le contexte, en particulier, c'est intéressant pour les classes de REP qui ont changé de contexte, hein, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'interaction il n'y a pas d'évolution significative déjà. Il n'y a pas d'interaction avec le secteur, vraiment ce qu'on aurait pu attendre. Et puis, le seul résultat, c'est que l'évaluation est meilleure en IREP+. Si on regarde la deuxième dimension, qui est la gestion de la classe, là aussi, c'est quelque chose qui est en général assez élevé en termes d'évaluation. C'est ce qu'on trouve. Et ce qu'on voit, c'est que, d'une part, on a quelque chose qui était assez plat au départ, qui a changé entre 2019 et 2021, qui a augmenté, mais qui a augmenté de la même façon, quel que soit le secteur. Donc, on va penser que cette modification-là, elle est liée au dédoublement, hein, de ce qu'il a eu ici. Voilà, donc je ferai quelques hypothèses à la fin. Mais... Et puis, globalement, il y a assez peu de différence entre les secteurs. Laurent, oui. Mais en vrai, oui, oui, tout à fait. Ils ont 22, je crois que c'est 22 en moyenne. Je ne comprends pas pourquoi il y a un choc. Alors, oui, j'ai quelques hypothèses là-dessus. Il y a 2 choses qui se sont passées. Il y a le Covid par là. Hein. Bon, peut-être. Je pense qu'il y a autre chose qui s'est passé qui est plus intéressant. Il y a un changement dans la formation des enseignants du premier degré. On est passé sur un modèle de formation qui ressemble plus aux modèles qui sont considérés comme efficaces. Et je pense que les contenus de formation ont aussi un peu évolué. C'est l'époque où on met en place les plans français, les plans mathématiques. Il y a eu aussi des actions spécifiques vers les classes dédoublées, mais je pense que tout le monde en a bénéficié en fait dans les circonscriptions. Juste une question relative à la formation. Oui. C'est l'époque des constellations. Ouais, puisque vous avez des soutiens émotionnels, est-ce que ça fait partie de la formation? Est-ce que les enseignants sont formés au soutien émotionnel? Alors, ils ne sont pas formés à ces catégories-là, même si en fait, le classe, il est parfois utilisé comme un outil pour structurer la formation. J'ai l'impression que c'est plutôt les 2 catégories, l'organisation de classe et soutien à l'apprentissage. Oui, tout à fait. Mais là, c'est de la gestion de classe. Hein. Oui, mais la partie juste avant, c'est le soutien émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on évalue les compétences propres des enseignants en tant qu'individu, plus qu'en tant que formé. Alors, pas en tant qu'individu, je pense en tant que professionnel, mais... Ils sont formés à cette question-là, en fait. C'est une grande question à laquelle je n'ai plus pas vraiment de réponse, en fait. Il y a quelques enseignants dans la salle, peut-être. Mais dans le soutien émotionnel, si on reprend les catégories, hein, on va les reprendre. Effectivement, il
il y a quand même des choses qui sont des choses qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut les dire personnologiques, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on forme les enseignants à être proches de leurs élèves. Bon, ça, je suis d'accord. Mais par contre, des choses comme identifier les problèmes des élèves ou soutenir leur autonomie, les encourager, faire des feedbacks voilà, qui permettent aux élèves de se sentir valorisés, des choses comme ça. Oui, ça c'est pas totalement exclu de la formation des enseignants quand même. Parce que c'est ce qui est le plus valorisé, enfin, c'est la partie qui est la mieux évaluée dans les observations. Oui. Alors, il faut se souvenir en plus que là, on est dans des classes de CP. Il y a même assez peu de problèmes de discipline en CP. Les élèves, ils sont extrêmement motivés, on en parlait ce matin. Et voilà, ils veulent apprendre et en général, ils sont assez proches des enseignants. Donc, je pense qu'on n'aurait pas exactement le même profil au lycée. Voilà, donc. Dernière partie, c'est. Bon, Une autre question. Oui. Ah, je oui, je suis désolé. Oui, avec Guillaume qui. Oui. Je ne sais pas comment je peux faire, du coup. C'est pas moi qui l'ai. Je pense qu'il faut juste qu'elle active ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on l'entend? Ah, il faut que je mette Ton ordinateur, je pense. C'est toi qui es branché en Non, ah, ouais. Ou alors là, on va mettre le son sur mon ordinateur. C'est là-haut. Mais le son, non, mais ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, oui. Ça y est, bonjour. Désolée, c'est une question sur. Il y a quelques slides, donc du coup, pour bien comprendre les résultats, je pense que c'était important. Vous pouvez revenir sur la qualité, vous disiez des trois mesures. La qualité des trois mesures, c'est-à-dire Vous aviez un slide avec voilà. ça. Voilà. Là, si j'ai juste pour bien comprendre, ce que vous dites, c'est pas la qualité moyenne des enseignants, c'est la qualité avec laquelle les gens codent cette dimension, c'est ça? Oui, alors on peut espérer qu'il y a un lien entre les deux quand même. Mais c'est des dimensions, c'est pas les personnes qu'on évalue, hein, c'est plutôt ce qu'on observe dans la classe. Et c'est effectivement des observations moyennes en fait. Hein, voilà. Comme il y a eu beaucoup d'utilisation du classe, on a maintenant des résultats, enfin, on peut synthétiser les résultats sous forme moyenne. Hein, donc on vous donne une idée de la dispersion. C'est un peu, je ne suis pas sûr que ce soit la dispersion exacte, mais c'est pour donner un ordre de grandeur de ce qu'on trouve habituellement à l'école primaire et en maternelle, avec l'idée qu'il y a certaines dimensions qui en général sont mieux évaluées, tout simplement parce que les enseignants ont des comportements qui correspondent plus à cette dimension, enfin, plus en adéquation avec les valeurs élevées sur cette échelle. D'accord, donc c'est bien à quel point les enseignants sont bons ou pas, on va dire, sur telle ou telle échelle. C'est pas Oui, la tout à fait, qualité oui. de la mesure en La termes référence qui est de. derrière, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. On parle pas de à quel point les enquêteurs arrivent bien ou non à coder telle ou telle Non, ça c'est une dimension. autre question. C'est des questions d'accord interjuge et de conformité avec la façon d'enseigner. C'est pour ça que j'ai insisté sur la formation, elle est hyper importante. Normalement, les personnes qui font ce genre d'observation, elles sont censées être accréditées d'une certaine façon. Enfin, oui, accréditées d'ailleurs, elles ont une accréditation pour utiliser cet outil-là. Et cette accréditation, elle est fondée sur des tests qui vont tester l'accord avec ce qu'on attend pour un observable en particulier. Ok, super, merci. C'est vrai, ce qui est frappant, c'est à quel point le soutien à l'apprentissage est bas. Oui, oui, tout à fait. Alors que c'est une dimension essentielle pour l'apprentissage. Pardon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans nos classes, même si, là aussi, alors pas partout, hein, globalement, en moyenne, ça a beaucoup augmenté à la dernière évaluation. Et c'est pour ça que je parlais de formation, parce que je pense que les points formation, ils se sont beaucoup centrés là-dessus. Pas que, mais en partie là-dessus. Voilà, donc pareil, il n'y a pas d'interaction avec le secteur. Il y a des différences entre secteurs, mais quand on les teste 2 à 2, on ne les retrouve pas. Donc c'est une différence globale. On dit, voilà, il y a des écarts entre secteurs, donc c'est pas. Moi, c'est mieux, d'autant plus que ça change. Alors, comme je l'ai dit, donc les scores
par domaine, soit ils n'évoluent pas, c'était le cas du soutien émotionnel, soit ils évoluent en parallèle, que la classe soit dédoublée ou pas. Donc, on ne détecte pas de différence qui serait liée, enfin, qui serait directement attribuable à la diminution des effectifs. Comme j'ai dit, une de mes hypothèses, c'est le fait qu'il y a eu différentes choses qui sont apparues en termes de formation des enseignants. Il y a pas mal de modifications. Donc, les plans français maths et surtout les constellations, qui sont un nouveau dispositif dans lequel on fait de la formation sur un temps long, normalement en fonction des besoins des enseignants, et puis ils ont droit à des retours sur ce qu'ils font réellement dans la classe. Alors, soit par des collègues, avec des visites croisées, soit par des personnes, comme des conseillers pédagogiques qui viennent dans les classes. Et donc, typiquement, ça correspond à ce que la littérature indique comme format de formation efficace. Alors que précédemment, c'était plutôt des choses qui étaient plus ponctuelles, avec moins de temporalité, et surtout avec rien. Une fois qu'on est sorti de la formation, il n'y avait pas de suivi dans la classe. Voilà, donc, ça peut être une hypothèse. Vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Deuxième outil que je vais présenter, c'est celui sur les interactions langagières au sein de la classe. Donc là, il faut bien comprendre qu'on observe des élèves et pas l'ensemble de ce qui se passe dans la classe. Donc c'est du point de vue de on se met du point de vue de l'élève. Donc les observateurs observent 3 élèves pendant 10 minutes, chacun des élèves. Donc il y a 20 observations par élève. Et on va regarder pendant les 30 secondes qui viennent de s'écouler, est-ce que l'élève a été impliqué dans une interaction? Est-ce que c'était une interaction collective, individuelle? Et on va regarder quel contenu. Voilà. Donc, le type d'interaction, qui est à l'initiative? Est-ce que c'est l'enseignant ou l'élève? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est individuel? Il y a aussi quelques autres catégories. Et puis, comme il y a une catégorie contenu, je ne peux pas dire contenu de l'interaction, mais c'est l'objet sur lequel porte l'interaction. Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est de l'organisation? Est-ce que c'est quelque chose de plus social? Voilà, donc, dans la dernière, puisque je vais présenter ces résultats, dans la dernière observation, il y avait 528 élèves qui avaient été observés. Rapidement, interaction de l'enseignant vers un élève en particulier, donc une interaction individuelle, de l'enseignant vers plusieurs élèves, donc quelque chose de collectif, d'un élève vers l'enseignant, d'un élève vers un ou plusieurs autres élèves. Il peut y avoir un adulte dans la classe, donc on a prévu qu'il y avait des interactions adulte-élève, quel que soit leur sens. Et puis, il y a des temps où il n'y a pas d'interaction. Dans les 30 dernières secondes, on n'a pas parlé, on était en train de parler. On a regardé ce que ça portait sur les contenus, les connaissances et l'activité scolaire. Est-ce que ça portait sur l'organisation du travail, la tâche à faire, l'organisation de la classe? Est-ce que ça portait sur des comportements? Parce qu'il y a parfois des problèmes de comportement et donc les enseignants vont agir. Ou parfois les élèves vont réagir. Interaction sur les comportements entre élèves. Est-ce que c'est sur quelque chose de plus social, donc quelque chose qui est externe à la classe? On va discuter de l'environnement de l'élève en dehors de la classe. Est-ce que c'est quelque chose de complètement en dehors de tout ça? Ou est-ce qu'on ne peut juste pas dire de quoi parlent les élèves? Parce que dans une situation de classe, parfois, on ne sait pas ce qui se dit. On n'a pas d'idée du contenu. On sait qu'il y a des gens qui se parlent, mais on ne sait pas ce qui se dit. Ouais. Alors, ça, c'est pour toutes les classes. C'est juste pour montrer que, quelle que soit la classe en CP, la majeure partie des interactions, ce sont des interactions collectives. Que les interactions individuelles, elles sont rares. Là, c'est à l'initiative de l'enseignant. Là, c'est l'élève qui s'adresse à l'enseignant. Entre élèves. Et puis, bon, avec un traduction. Et puis, par ailleurs, il faut le découper, parce que tout ça, ça fait son cours. Mais par ailleurs, quand on regarde tout le temps, tout ce qu'on pouvait coder, on se rend compte qu'il y a presque un quart du temps pendant lequel il n'y a pas d'interaction.
Si on regarde de quoi on parle, on parle beaucoup des contenus scolaires, hein, d'organisation, assez peu de gestion des comportements en ECP, c'est peu de problèmes de comportement de toute façon. On importe très peu des éléments qui viennent de l'extérieur. Voilà. Là aussi, des éléments un peu perturbateurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se passe dans la classe. Ils sont assez peu nombreux. Et puis, on voit quand même que il y a une partie pendant laquelle on ne saisit pas l'information. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais quelques-uns. Donc, c'est des modèles de régression logistique multiniveau. C'est la probabilité de bénéficier d'un type d'interaction plutôt qu'autre chose. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que on a deux variables qui peuvent mesurer le fait que la taille de la classe diminue. Soit c'est une variable dichotomique, on est dans une classe dédoublée ou pas. Soit on regarde directement le nombre d'élèves. Ce qu'on regarde, c'est que le fait d'être dans une classe dédoublée, ça n'a pas d'impact sur le fait que l'enseignant va s'adresser individuellement aux élèves. Ce qui a un impact, c'est le nombre d'élèves lui-même. Plus il y a d'élèves, je ne m'attendais pas à une relation linéaire comme ça. Plus il y a d'élèves, plus la probabilité diminue. Alors, elle est déjà faible, vous vous souvenez, hein. Il y a déjà peu d'interactions individuelles, mais ça diminue beaucoup. Quand on regarde, est-ce que les élèves vont s'adresser individuellement à l'enseignant? Là, la probabilité là aussi est très faible. Vous avez vu que la proportion était encore plus faible. Les deux variables fonctionnent. On se demande s'ils sont dans une classe dédoublée ou non, ou le nombre d'élèves, on prenne le nombre d'élèves lui-même. On constate que dans les deux cas, dans les classes dédoublées, la probabilité est plus forte qu'un élève s'adresse à l'enseignant. Et c'est aussi une fonction linéaire du nombre d'élèves dans la classe. Et c'est ce modèle-là qui s'ajuste le mieux aux données. Ce qui montre que c'est pas vraiment le fait d'être dans une classe dédoublée, mais que c'est plutôt le fait d'avoir plus ou moins d'élèves qui offrent des opportunités de s'adresser à l'enseignant. Et maintenant, si on regarde, est-ce que le fait d'être dans des classes à effectif réduit, ça a un impact sur le fait que les enseignants vont utiliser plus ou moins des communications collectives? On s'attendrait à ce que ce soit plus individualisé dans les classes à faible effectif. Et que du coup, on utilise moins de communication collective. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, hein. Il n'y a aucun effet, ni du nombre d'élèves, c'est complètement plat en fait, ni du nombre d'élèves, ni du fait qu'on est dans des classes dédoublées sur le fait que les enseignants ajustent leur message collectif. C'est enregistré. Je ne voulais pas, en fait, je vous l'offre. Voilà. Alors l'idée, c'est quand même que, en fait, du côté de l'enseignant, on modifie peu de choses. Hein, imaginons qu'un enseignant il délivre trois interactions individuelles par 10 minutes. Bon, c'est pas 10 minutes. Par 10 minutes sur l'ensemble de sa classe. Quand il y a 6 élèves, il y a 3 élèves qui vont en bénéficier. En tout cas, il y a 3 opportunités d'en bénéficier pour 6 élèves. Alors que quand il n'y en a plus que 3, s'il y a 3 interactions individuelles, chaque élève va en bénéficier. Alors que là, c'était que 1 sur 2. Donc, c'est vraiment quelque chose de très mathématique, hein. On répartit une même quantité d'interactions sans rien changer du point de vue de l'enseignant sur moins d'élèves, et du coup, ça change tout du point de vue des élèves. C'est ça qu'il faut percevoir, c'est que autant du point de vue de l'enseignant, il y a peu de modifications, autant du point de vue des élèves, ça change considérablement leur opportunité d'avoir des interactions individuelles avec l'enseignant, de recevoir des feedbacks individualisés. Et donc ça change beaucoup, ça peut avoir un impact très fort sur leurs apprentissages. Voilà. Alors, dernier... Mais je vais aller. Dernière chose, c'est très simple à comprendre, puis on le refera cet après-midi pour ceux qui sont participants à l'atelier. Donc, c'est une interaction, enfin, c'est une observation de l'engagement des élèves. Donc là,
il y a une observation le matin, une observation l'après-midi. Je pense qu'on a bien fait de les faire comme ça. Il y a deux observateurs qui, chacun observe 3 élèves, pas successivement comme précédemment, mais alternativement. Toutes les 10 secondes, ils changent d'élève. Et ils regardent, au moment où ils regardent l'élève, ce qui paraît engagé dans la tâche, ou est-ce que manifestement, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, il fait autre chose. Il n'est pas dedans. Donc chaque élève est mesuré 20 fois, on mesure son engagement 20 fois, donc on a un score qui peut varier. Au 0, il n'était jamais engagé, et 20, il était tout le temps engagé. Voilà. Là aussi, c'est des modèles multiniveaux, parce qu'on a des élèves dans des classes. Bon, je n'ai pas fait des modèles très très compliqués, j'ai fait le plus simple. Là, on met une variable, et puis là, on teste la variable CP non dédoublé. Est-ce que le fait d'être dans une classe dédoublée ou pas, ça change quelque chose sur l'engagement? C'est négatif parce que l'engagement est moins fort dans les classes non dédoublées. 1,5 points, 1,6 points de moins. Est-ce que c'est plutôt le nombre d'élèves qui fonctionne? Parce qu'à chaque fois qu'on enlève un élève, ça fait baisser l'engagement. Et c'est un modèle qui fonctionne aussi, mais qui s'ajoute un petit peu moins bien aux données. Et puis, est-ce que c'est plutôt le secteur qui fait la différence? Et là aussi, c'est un modèle qui fonctionne, mais lui aussi qui s'ajuste un petit peu moins bien aux données. Donc, le modèle qui fonctionne le mieux, c'est juste le modèle avec le dédoublement, même si les 3 fonctionnent et donnent des résultats similaires. Parce que là, le fait d'être en REP, ça fait augmenter par rapport au hors REP. Et le fait d'être en REP+, ça fait aussi augmenter l'engagement par rapport au hors REP. Voilà, donc plutôt ce qu'on attendait, en fait, une augmentation de l'engagement des élèves. Je prends mon titre simple ici. Ça, c'est l'après-midi. Donc, tout à l'heure, c'était le matin. Je dis qu'on avait bien fait de faire des choses différentes le matin et l'après-midi, parce qu'en fait, l'après-midi, le fait d'être dans une classe dédoublée, ça ne fait pas de différence. Le fait d'avoir des élèves en moins, ça ne fait pas de différence. Alors, la variable secteur fait une est significative, mais ce qu'on voit, c'est que différence en tendance, en fait, entre REP+ et REP, au bénéfice des REP+, l'après-midi. Et c'est pas très satisfaisant, de toute façon. Et donc, je suis allé regarder, est-ce que en mettant en lien des données d'une classe et des données d'engagement, on pouvait trouver un lien entre le classe, donc la qualité des interactions, et l'engagement des élèves. Et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a bien un effet d'une des dimensions d'une classe sur l'engagement du matin. Plus l'évaluation du soutien émotionnel est élevée, plus l'engagement des élèves va être élevé. Et on maintient l'effet du dédoublement. Donc il y a une plus-value avec dans une classe dédoublée, et il y a une plus-value avec dans une classe dans laquelle le soutien émotionnel est élevé. Ça donne quelque chose comme ça, je l'avais prévu, c'est exactement la même chose, mais sous forme graphique. Donc les valeurs elles vont de 2 à 7 pour le soutien émotionnel, personne qui est là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 cours parallèles, il n'y a pas d'interaction entre les deux d'ailleurs. Et qu'il vaut mieux être dans une classe à effectif réduit et avec un enseignant qui a une bonne qualité en soutien émotionnel. L'après-midi, j'ai repris mon modèle de départ, c'est le seul qui avait une variable explicative. Et puis j'ai regardé pareil, est-ce qu'il y a un lien avec les dimensions d'une classe? Et en fait, oui, pas avec la même dimension. Il y a un lien avec la dimension gestion de la classe. Les activités de l'après-midi ne sont pas les mêmes que le matin, souvent dans les classes. On a des activités plus fondamentales le matin, des activités plus de reprise de choses qui ont été vues le matin, ou des activités plus avant on appelait ça les veilles. Voilà. En tout cas, sur des disciplines moins fondamentales. Du coup, voilà, ce qui compte là, c'est vraiment le fait de bien gérer sa classe. C'est ça qui va favoriser l'engagement des élèves. Le fait qu'il n'y ait pas de temps mort. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Il faut considérer que ces 3 lignes ne sont pas différentes, que c'est vraiment cette seule dimension-là qui détermine l'engagement des élèves.
Voilà, donc non, je ne peux pas le refaire. Voilà, donc le matin, c'est plutôt à la fois le fait d'être dans une classe à effectif réduit et dans laquelle le soutien émotionnel fort qui va favoriser l'engagement. L'après-midi, c'est vraiment la gestion des comportements qui va favoriser l'engagement. Voilà. Donc, si on conclut à partir de ça, qu'est-ce que ça nous apporte, ces observations? Déjà, on peut voir que la réduction de l'effectif en CP, elle n'est pas liée, ou en tout cas, on n'arrive pas à détecter des modifications importantes de pratiques pédagogiques chez les enseignants. En revanche, cette réduction des effectifs, elle va offrir plus d'opportunités aux élèves de bénéficier ou de produire des interactions individuelles avec l'enseignant. Donc, on a plus d'interactions élèves-enseignants de manière individuelle, et c'est vraiment, à mon avis, ce qui fait plus d'opportunités d'apprentissage adaptées à l'élève, et donc pas quelque chose qui serait standard pour l'ensemble des élèves. On sait que ça favorise l'engagement des élèves le matin. C'est intéressant parce que c'est là qu'on a souvent les disciplines fondamentales où on va introduire les nouveaux apprentissages. Et on sait que la qualité des interactions, du coup, va exercer au moins une influence sur l'engagement des élèves, plutôt le soutien émotionnel le matin et plutôt la gestion de la classe l'après-midi. Alors, peut-être qu'un jour, on arrivera à coupler deux bases de données, ce qui n'est pas gagné. Mais dans ce cas-là, on pourra aussi mettre en lien ces observations avec l'évolution des performances des élèves, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Voilà, après ce marathon. On va les faire dans l'ordre descendant. Oui, je reviens à ton hypothèse par rapport sur la formation. De classe, la formation oui. Au 2019 et 2021. Je me demandais si tu ne vais pas regarder directement sur la 53 classes, directement les enseignants de tes classes expérimentales, est-ce qu'elles ont suivi une formation alors, je en suis... constellation ou un plan français à plan arabe, parce que nous, les enseignants ne font pas chaque année, et en 2 ans, ça me paraît quand même c'est un gros... Oui, alors c'est pour ça que je disais qu'il n'y a probablement pas que ça. Il y a eu des choses spécifiques pour les classes à effectifs réduits, dont ont été plus ou moins... Tu as 50 classes, tu aurais pu aller regarder directement si elles avaient fait vraiment... Ouais, alors ça, on n'a pas l'information. Je pense que ce sera difficile de l'obtenir. Mais bon, oui, on aurait pu regarder. Voilà, je pense qu'on risque d'en rester à des hypothèses pour cette évolution terminale, qui est plutôt encourageante pour le système éducatif si ces 58 classes sont représentatives, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Mais bon, ouais, non, oui, je suis convaincu. Enfin, quelque chose à bouger. Il y a peut-être eu aussi de la formation. Enfin, comme je disais, hein, entre 2019 et 2021, c'est la période du Covid. Les enseignants ont dû se réinterroger sur comment ils enseignaient. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. On peut imaginer plein de choses. On leur a donné des nouveaux outils. Enfin, en tout cas, c'est généralisé, c'est pas lié à la réduction de. Là, si tu avais la possibilité d'aller chercher de l'information sur oui. les 53 classes. Si on arrive à l'obtenir un jour, je t'en parlerai. Oui. Peut-être qu'on peut. On verra ce que vous dit l'ADEPE. Oui, et puis après, on prend une question. Ce que je voulais dire, est-ce que c'est très injuste de dire que finalement, ça penche un peu vers ça marche parce que ça marche? Oui, tout à fait. Ça confirme oui, tout à fait. Je disais, c'est pas très satisfaisant. C'est effectivement ce que ça confirme. Ça confirme que, en ne changeant rien du point de vue de l'enseignant, le fait que le nombre d'élèves diminue offre à chaque élève des opportunités supplémentaires. C'est juste une répartition d'une ressource sur moins d'individus. Ça veut dire aussi peut-être autre chose, c'est que on a vu qu'il y avait des choses qui montaient là. En fait, peut-être qu'en faisant des actions spécifiques auprès des enseignants pour les outiller sur comment est-ce qu'on enseigne, c'est ce qui s'est fait en Asie. Hein. Comment est-ce qu'on enseigne dans des classes à effectifs plus réduits, peut-être qu'on aurait encore des effets supplémentaires. Alors, ils l'ont fait en Asie, mais pas avec des si petites classes quand même. Oui, il y avait une autre question. Oui, Je me demande juste,
Donc là, ça porte sur des classes dédoublées sur le modèle un enseignant pour 12. Alors, il y a aussi des classes dans lesquelles il y a 2 enseignants. Et vous les avez là? Oui, elles sont là. Alors, en fait, ça change pas fondamentalement, non. Et puis, elles sont peu nombreuses sur 6 classes, je pense, dans lesquelles il y a 2 enseignants. C'est parmi l'ensemble des classes. C'est pas tant que ça, en tout cas, d'enseignants. Mais j'ai pas trouvé de difficulté. Je me suis intéressé en particulier parce que c'est effectivement une situation qui modifie les choses, mais ça change pas fondamentalement les résultats qu'on obtient. Ils sont assez semblables aux autres classes dédoublées. C'était pas le cas les premières années. Oui. Moi, j'avais une question sur qui est-ce qu'on compare exactement à chaque fois. C'était surtout quand on était sur le graphique, sur le soutien émotionnel, j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que vrai plus, c'est toujours significativement différent de vrai. Alors que si j'ai bien compris l'échantillon là qui est pris, les règles sont censées Avoir été dédoublé à la fin, oui. Et puis après, Oui, c'est. Oui. Du coup, ça ne remet pas un petit peu en question. Alors, je pense que. Alors. Parce qu'on aurait pu s'attendre, s'ils étaient vraiment croire avec la seule différence au début, c'était que les rêves plus étaient dédoublés et pas les rêves. On aurait dû attendre à ce que quand les rêves sont dédoublés, le soutien émotionnel. Ouais. On aurait pu, mais ils étaient déjà différents au départ. Je pense que les pratiques pédagogiques ne sont pas exactement les mêmes, que les moyens qui étaient alloués n'étaient pas exactement les mêmes au départ, et que l'effort de formation a d'abord porté sur les rêves plus. Mais du coup, ça voudrait dire que vous avez peut-être d'autres choses quand on regarde le fait. Il y a sûrement d'autres choses, on ne contrôle pas tout. Hein. D'autant plus que là, vous avez vu, quand j'ai présenté des choses sur des enseignants qui étaient là tout le temps, il y a quand même assez peu de classes. Hein. Là, on est au niveau des classes. Hein. Il y a 58 unités statistiques, c'est pas beaucoup. Même si on les voit 3 fois, c'est pas beaucoup. Sur ça, pendant très longtemps, les enseignants de REP+ avaient un recrutement particulier. Oui, parfois, oui. C'est forcément, ça, quand même si c'est plus forcément aussi vrai qu'avant, je pense que c'était pas n'importe quel enseignant qui allait en REP+. Oui. Même si c'est vrai, ça joue quand même peut-être encore. Et du coup, c'est par rapport à la SL, s'il n'y a pas un nombre de causalité entre là, par exemple, le soutien émotionnel et le fait d'avoir été dédoublé ou pas dédoublé. Et peut-être en fait, il y a d'autres. En fait, non, c'était cumulatif les deux. Et dans je suis dédoublé ou pas, c'est regardé à la fin. Et dédoublé, il y a les REP et les REP+. Là, les tableaux qu'on voyait. En fait, vous avez vu, je suis dédoublé, c'est calculé. quand il y a juste marqué je suis dédoublé, en fait, ces tableaux-là, là, par exemple, on en prendra aussi significatif. En fait, là, on a les REP et les REP+. D'accord, donc on compare du public du hors REP avec du réseau d'éducation prioritaire, quel que soit le niveau. Donc, en fait, on compare des classes non dédoublées hors REP avec des classes dédoublées en REP et REP+. Donc, potentiellement, il y a aussi l'âge de l'enseignant plutôt. Il peut y avoir d'autres paramètres, tout à fait, oui. Mais sauf que... oui, il peut y avoir d'autres paramètres. Mais en fait, c'est ce qu'on capte ici. Là, vous avez la différence REP hors REP, et puis REP plus hors REP. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui fait vraiment la différence, c'est pas comme ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'enseignant. Hein. Quand vous avez des choses comme ça, c'est très linéaire par rapport au nombre d'élèves. Ça montre bien qu'il n'y a pas que l'enseignant qui joue, c'est vraiment, il y a un lien direct avec le nombre d'élèves. Après, c'est pour parler du soutien émotionnel. Hein. C'est vrai que c'est pas cette slide-là, mais voilà. Il y a une question de Nina, je ne sais pas si on peut l'entendre. Ah oui, il faut que je lui dise. Peut-être on pourrait s'arrêter là, parce que il y aura qui le son sur après. Voilà, Désolé. Ça y est. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Je me demandais, j'ai peut-être raté l'information, effectivement, mais donc il y a un moment où vous vous focalisez sur les enseignants qui étaient là aux Oui. 3 dates auxquelles vous avez enquêté les mêmes personnes. Je me demandais juste en termes de type d'enseignants, c'est parce que vous parlez de la formation des enseignants, mais du coup, Oui. vous voulez dire que sur la grande majorité des enseignants, on est sur
des primo-enseignants, quoi. Enfin, je veux dire, des gens qui Non, viennent. non, je parle de la formation continue des Vous enseignants. parlez de la formation continue, d'accord. Et donc, vous avez quoi? C'est quoi la part d'enseignants qui, voilà, qui sont très peu expérimentés? Est-ce qu'on a les données sur l'ancienneté des enseignants? Je suis même pas sûr. On a très peu. En fait, ces observations, comme elles sont prévues dans un système un peu plus général, on a peu d'informations à la fois sur les élèves Mhm. et à la fois sur les enseignants. On a essayé d'être au moins intrusif possible de ce point de vue-là. Oui, la DEP les a. Mais on les a pas sollicités parce que là, ça demande à matcher deux bases de données. C'est toujours un peu plus compliqué. Ils avaient quand même, quand ils ont constitué les échantillons, ils ont quand même constitué des échantillons qui étaient le plus comparables possible. Et comme on les avait déjà alertés dans une étude précédente sur le fait que l'ancienneté des enseignants avait un impact sur les performances des élèves, je pense qu'ils l'ont pris en compte.